Bienvenue sur IFSI Réussite. Aujourd'hui, on travaille un sujet IFSI où il faut argumenter, justifier et appliquer juste les protocoles. Pas de métaphore ni d'image dans cette vidéo. On se concentre sur les mots-clés attendus, les étapes exactes et les conduites à tenir conformes aux recommandations. Aujourd'hui, on analyse le sujet de l'UE 2.10 du semestre 1, Infectiologie, Hygiène, sorti en janvier 2024 à l'IFSI Grand Lille. Bienvenue dans la nouvelle façon d'apprendre. Sujet 1, partie 1. Comprendre la situation et la voie de contamination. Imagine la scène. Tu es en stage en EHPAD, dans la salle commune. Monsieur A tousse depuis 2 jours. Il est fatigué et à 38,5 degrés Celsius de température. Le médecin pense à la grippe, une infection virale fréquente et en collectivité. L'aide-soignante lui demande de rester dans sa chambre, même si ce n'est pas dans ses habitudes. Pourquoi ? Parce que ce simple geste casse la chaîne de transmission. La grippe se transmet par gouttelettes, de grosses particules de plus de 5 micromètres, projetées quand on tousse, éternue ou parle, dans un rayon d'environ 1,5 m. 1,50 m. Ces gouttelettes peuvent atteindre le nez, la bouche ou les yeux d'une autre personne. C'est la voie aérienne courte distance, typique des infections respiratoires comme la grippe. Il y a aussi la contamination indirecte. Les gouttelettes se déposent sur les surfaces, les mains, touchent, puis on se touche le visage. C'est le fameux manuportage, le vecteur numéro 1 d'infection en EHPAD. Alors oui, la demande de l'aide-soignante est justifiée. Isoler temporairement le résident, c'est limiter le contact rapproché, donc prévenir la transmission croisée. C'est une mesure de bon sens et de prévention standard, en attendant la confirmation du diagnostic. Partie 2. Les précautions et pratiques d'hygiène à respecter. Avant et après tout soin, les gestes d'hygiène sont non négociables. Tout commence par une tenue professionnelle adaptée. Manches courtes, cheveux attachés, pas de bijoux, pas de montre, pas d'alliance, parce que les bagues abritent un biofilm, un mélange de micro-organismes vivants et morts collés à la surface du métal, presque impossible à éliminer, et qui devient un véritable nid à germes. Avant de toucher Monsieur A, il faut faire une friction hydroalcoolique, c'est-à-dire un chat, sur des mains visiblement propres et sèches. La chat est biocide à 99,9%. Elle élimine la flore transitoire et une partie de la flore commensale. Si les mains sont sales, on fait un lavage doux au savon. On fait un lavage au savon doux. Puis on sèche bien avant l'achat. Selon la situation, si tu risques une projection de salive ou d'expectoration, il faut un masque chirurgical. S'il y a un contact avec des sécrétions, ou un risque en tout cas, il faut des gants à usage unique. Et si le soin est mouillant ou souillant, il faut un tablier plastique pour protéger ta tenue. Après le soin, tout est aussi codifié. Tu retires les gants juste après le geste. Tu les jettes dans le bon contenant, DAOM sinon souillé par liquide biologique, sinon DASRI. Et tu fais une nouvelle chat. Tu nettoies et désinfectes ton matériel selon la procédure. C'est ce qu'on appelle la rigueur des précautions standards. Elle s'applique à tout le monde, tout le temps, par tous les professionnels, qu'il y ait infection suspectée ou non. Partie 3, la fille de Monsieur A. Sa fille vient chaque jour. Elle est vaccinée contre la grippe, donc mieux protégée, mais pas totalement à l'abri. Elle doit porter un masque chirurgical pendant la visite. Se frictionner les mains à la chat, en entrant et en sortant. Éviter les embrassades ou tout contact rapproché. Utiliser des mouchoirs à usage unique. Les jeter immédiatement et refaire une chat. Le message clé à lui transmettre: le vaccin réduit le risque de formes graves
mais la transmission reste possible. La prévention repose donc sur l'hygiène respiratoire et les bons réflexes. Partie 4. L'intervention lors des transmissions. Tu arrives aux transmissions, tout le monde écoute, aide-soignant, IDE, ASH. Ton rôle, c'est de rappeler calmement et clairement les règles d'hygiène respiratoire. Tu expliques, on a un résident suspecté de grippe. La grippe se transmet par gouttelettes. Donc les mesures d'hygiène respiratoire doivent être systématiques, chez tous ceux qui toussent, éternuent ou présentent une fièvre. Puis tu fais passer les messages essentiels. Mettre un masque chirurgical pour toute personne symptomatique, y compris le soignant si besoin. Se moucher dans un mouchoir à usage unique, le jeter tout de suite dans une poubelle adaptée, puis faire une friction chat. Tousser ou éternuer dans le coude, pas dans les mains. Mettre à disposition des mouchoirs, chats et masques à l'entrée des espaces communs. Limiter les déplacements des résidents malades et les regroupements dans les salles communes. Tu rappelles aussi que ces mesures ne sont pas des options. Elles font partie des précautions standards, applicables à tous. Tu termines avec un mot-clé, la vigilance collective. Chacun est acteur de la prévention. Partie 5. L'entretien des dispositifs médicaux à la sortie de la chambre. Tu viens de prendre la température et la tension de Monsieur A. Thermomètre, brassard, saturomètre. Tout ce matériel devient potentiellement contaminé. L'objectif est simple. Éviter la transmission indirecte à d'autres résidents. Les gestes à retenir, hygiène des mains avant de toucher le matériel. Après le soin, nettoyage et désinfection du matériel non immergeable avec un détergent désinfectant, DD. Ce produit a une double action. Il nettoie la détergence en décollant les souillures, puis il désinfecte, c'est la désinfection, en éliminant les micro-organismes présents. Respect du temps de contact, indiqué par le fabricant, c'est le moment où le produit agit réellement. Si le matériel est à usage unique, élimination dans le bon circuit. Dasserie si souillé par du sang ou un liquide biologique. DAOM si c'est propre. Le matériel de mesure, TA, thermomètre, doit toujours être réservé à la chambre, tant que le patient est potentiellement contagieux. L'objectif est d'empêcher la transmission croisée par le matériel ou les mains. Tu termines ton soin avec une dernière friction chat. C'est rapide, invisible, mais c'est ce geste-là qui coupe la chaîne de contamination. À retenir du sujet 1, la grippe égale gouttelette plus manuportage, donc isolement logique. Les précautions standards égale base universelle. Mains, EPI, hygiène respiratoire, gestion du matériel, et chaque geste, même minime, a une portée collective dans la prévention du risque infectieux. Passons maintenant au sujet 2. Partie 1. Comprendre la scène et la notion de précaution standard. Imagine la situation. Un étudiant vient d'arriver dans le service de soins de suite et de réadaptation. Il vide le bassin d'une patiente directement dans les toilettes de la chambre, puis le repose dans la salle de soins, sans passer par le laveur désinfecteur. Il portait des gants qu'il a jetés dans la poubelle noire avant de sortir. Tout semble banal, mais en réalité, il vient de briser plusieurs principes d'hygiène hospitalière. Les précautions standards, c'est le socle de toute prévention du risque infectieux. Elles ont été mises à jour par la SF2H en 2017. Elles s'appliquent à tous les patients, à tous les soignants, à tout moment, car on ne peut pas toujours savoir si une personne est porteuse d'un agent infectieux. Elles visent à protéger le soignant
le patient et l'environnement contre la transmission des micro-organismes. Ces précautions reposent sur des gestes clés. Hygiène des mains, port d'équipements de protection individuelle, EPI, adaptés, gestion rigoureuse des excrétas et des déchets, entretien du matériel et hygiène respiratoire si besoin. Partie 2. Les EPI à utiliser dans ce soin. Ici, il s'agit de manipuler un bassin contenant des excrétas, donc urine, sel, parfois vomissement. Ce sont des liquides biologiques riches en micro-organismes, notamment en bactéries digestives. Le risque, projection, contact ou aérosolisation. Le bon équipement, c'est des gants à usage unique non stériles de type vinyle, réservés aux actes de la vie quotidienne et aux soins souillants, un tablier plastique pour protéger la tenue professionnelle, une tenue à manches courtes, propre, sans bijoux, avec les cheveux attachés. Les gants, c'est un geste égale une paire. On les retire immédiatement après le soin. Puis friction chat obligatoire. Et surtout, ils se jettent dans le bon circuit. DASRI s'ils ont été en contact avec un produit biologique, DAOM s'ils sont restés propres. Ici, comme il a manipulé un bassin, le jet dans la poubelle noire est une erreur d'élimination. Partie 3. L'hygiène des mains et ses prérequis. Avant toute friction ou lavage, certaines règles comptent plus que la technique. Des mains propres et sèches, des ongles courts, sans vernis ni faux ongles, pas de montre, pas d'alliance et des manches relevées. Les bagues créent un biofilm, un micro-revêtement où s'accrochent les bactéries. C'est un vrai nid à germes. L'hygiène des mains peut se faire de deux façons. Le lavage au savon doux, quand les mains sont visiblement sales. Action mécanique, on décolle 80% des bactéries avec le rinçage. Et la friction hydroalcoolique, SHA, sur mains propres et sèches. Action biocide à 99,9%. Ça élimine la flore transitoire et partiellement la commensale. Avant d'enfiler les gants, tu fais une chat pour ne pas contaminer l'intérieur du gant. Après les avoir retirés, une chat à nouveau. Les gants ne remplacent jamais l'hygiène des mains. Partie 4. Le rôle du laveur-désinfecteur de bassin. Le service dispose d'un LDB, un dispositif médical de désinfection automatisé. Son intérêt est énorme pour la prévention du risque infectieux lié aux excrétas. Le LDB assure un nettoyage et une désinfection thermique complète du bassin à plus de 85 degrés pendant plusieurs minutes, ce qui élimine les micro-organismes, y compris les plus résistants. C'est un circuit fermé, sans contact manuel avec les excrétas, donc plus de sécurité pour le soignant. Il prévient les accidents d'exposition au sang, AES, les contaminations manuportées, et il protège aussi l'environnement. Contrairement au rinçage dans les toilettes, qui dissémine les bactéries par aérosolisation, le LDB garantit une traçabilité et une sécurité microbiologique. Le bassin doit être transporté fermé, sans rinçage préalable, puis placé directement dans le LDB. Conclusion. L'essentiel à retenir du sujet 2. Les précautions standards, c'est le réflexe universel du soignant. Elles ne s'appliquent pas en cas de risque, mais par principe tout le temps. Dans ce soin, le port des EPI adaptés protège la tenue et la peau. L'hygiène des mains, avant et après le geste, coupe la chaîne de transmission. Le LDB sécurise la gestion des excrétas et évite toute contamination environnementale. Et au-delà du protocole, c'est une question d'éthique professionnelle,
Tu prends soin du patient tout en protégeant les autres. Passons maintenant au sujet 3. Partie 1. Comprendre la situation et les types de précautions complémentaires. Tu es en service de gastro-entérologie. Ta tutrice te demande d'expliquer à une élève aide-soignante les précautions complémentaires. Parce que Monsieur G mal au ventre est colonisé par une Escherichia coli BLSE, une bactérie multirésistante aux antibiotiques. Pour bien répondre, il faut d'abord connaître la logique. Les précautions complémentaires viennent en plus des précautions standards. Elles sont adaptées au mode de transmission du micro-organisme identifié. Il y a 3 grands types. Les précautions contact, quand le germe se transmet par les mains, surface, matériel souillé, exemple le Clostridium difficile, la gale, la BLSE. Il y a les précautions gouttelettes, quand la contamination se fait par sécrétion respiratoire à courte distance, comme la grippe, la coqueluche. Et il y a les précautions R, quand l'agent est transporté par de très fines particules en suspension dans l'air, comme la tuberculose, la rougeole, la varicelle. Partie 2. Les précautions adaptées à Monsieur G mal au ventre. Ici, on parle d'une bactérie digestive, E. coli, productrice de BLSE. Elle est éliminée par les selles, donc le mode de transmission est contact indirect, par les mains, les surfaces ou le matériel souillé. Les précautions complémentaires contact s'imposent. Concrètement, il faut une chambre individuelle ou à défaut du cohorting avec un patient porteur du même germe, une hygiène des mains rigoureuse avant et après chaque soin avec friction hydroalcoolique, chat, sur main propre et sèche, port de gants pour tout contact avec le patient ou à son environnement immédiat, port d'un tablier plastique pour les soins souillants ou mouillants, matériel de soins dédié à la chambre, thermomètre, brassard, bassin, entretien du matériel, nettoyage et désinfection avec détergent désinfectant après usage, limitation des déplacements du patient, sauf pour examen indispensable, avec chat et protection des surfaces. Le but, c'est d'éviter la diffusion environnementale de la BLSE. Ce type de bactérie résiste à de nombreux antibiotiques et peut contaminer d'autres résidents ou patients fragiles. Passons maintenant à la partie 3, les bonnes pratiques d'hygiène avant et après le bio-nettoyage. Tu dois faire le bio-nettoyage de la chambre. Ce n'est pas un simple ménage, c'est un acte d'hygiène soignante. Il vise à éliminer les souillures et réduire la charge microbienne de l'environnement. En entrant dans la chambre, tu vérifies ta tenue professionnelle, propre, manches courtes, sans bijoux, cheveux attachés. Tu fais une friction chat, tu enfiles gants et tabliers plastiques avant de manipuler le matériel, et à la sortie, tu retires les gants avant de toucher la poignée ou le chariot, puis chat immédiate. Tu retires le tablier, le jettes dans le bon sac, DAOM ou DASRI selon souillure. Tu termines par une dernière chat après le soin. Ces gestes simples coupent la chaîne de transmission manuportée, qui est la voie principale de propagation des BLSE. Partie 4, le détergent désinfectant. Le détergent désinfectant, DD, c'est ton allié pour le bio-nettoyage. Il a une double action. Il nettoie, la détergence, pour enlever les salissures, puis désinfecte, la désinfection, pour tuer ou inactiver les micro-organismes.
C'est un produit biocide à usage professionnel, parfois à action virucide, fongicide et bactéricide. On l'utilise sur surface inerte. Lit, table, poignée, matériel non immergeable. La règle d'or, ne jamais désinfecter une surface sale. Le nettoyage précède toujours la désinfection. On respecte aussi le temps de contact, inscrit sur l'étiquette pour garantir son efficacité. Partie 5. L'objectif de la désinfection et la logique d'asepsie. L'objectif de la désinfection est de réduire ou éliminer les micro-organismes présents sur les surfaces ou dispositifs médicaux afin de prévenir les infections associées aux soins. Mais cette étape n'est efficace qu'après un nettoyage complet, car les souillures protègent les bactéries de l'action du produit. C'est la règle, on ne désinfecte jamais une surface sale. Ce principe s'inscrit dans la démarche d'asepsie, travailler avec du matériel et un environnement exempt de germes exogènes. Chaque geste compte, car la BLSE peut survivre longtemps sur les surfaces et se transmettre très facilement via les mains. Conclusion, l'essentiel du sujet 3. Les précautions complémentaires ne remplacent pas les standards. Elles les renforcent. Face à une BLSE, l'objectif n'est pas seulement de protéger le patient, mais d'empêcher la diffusion du germe dans le service. Les mots-clés à retenir: contact, hygiène des mains, gants, tablier, matériel dédié, détergent désinfectant, temps de contact, asepsie. Ces notions font partie du langage réflexe du soignant. Elles traduisent la vigilance, la rigueur et la responsabilité collective qui fondent la qualité des soins. Tu viens d'écouter une vidéo IFSI Réussite, spéciale UE avec argumentation. Ici, chaque mot compte. C'est du contenu précis, argumenté et conforme au protocole des soins. Ces vidéos sont faites pour t'aider à rédiger ce qu'il faut pour répondre exactement à la question posée. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.